Je vais vous présenter une aventure que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Une idée un peu absurde, installer Kubernetes sur un Steam Deck. Euh, Moi, je m'appelle Niels Ponsard, je travaille chez Pixels Coder et je suis aussi, pardon, je suis aussi en alternance, donc en DO à Polytech. Euh, je vais porter sur 3 points. Qu'est-ce que c'est le Steam Deck? Je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas. Comment certains aspects internes fonctionnent. Et puis enfin, comment on installe Kubernetes dessus. Donc, qu'est-ce que un Steam Deck? C'est une console de Valve qui possède Steam, donc une grosse plateforme de jeux vidéo. Euh, ouais, ça fonctionne. Donc, c'est un format de console portable, un peu comme la Switch, un peu plus gros. Mais la spécialité, c'est que c'est fait pour exécuter, pour faire tourner des jeux pour ordinateur. Donc, basiquement, c'est un ordinateur portable avec un aspect de Switch. Si on va dans si on regarde les spécifications techniques sur le site, on voit qu'il y a pas mal d'informations. C'est un CPU AMD en x86, un APU, donc c'est GPU plus CPU. C'est assez puissant. De la RAM, bien sûr. Et le système d'exploitation SteamOS, qui disent que c'est basé sur Arch, ils mentionnent même pas Linux. Bon, il y a pas mal d'informations pour ceux qui se connaissent. Euh, j'ai fixé quelques règles. Comme c'est mon Steam Deck, j'aimerais toujours pouvoir jouer dessus. Donc, pas d'installation qui perturberait les performances de jeu. Pas d'installation compliquée. Donc, j'aimerais juste que si je veux avoir un environnement Kubernetes, l'installer une fois, le démarrer avec une seule commande, donc un script, que ce soit facile pour moi. Euh, pour, euh, pour accéder au cœur Linux du Steam Deck, on a le mode desktop. Donc à partir du menu d'alimentation, on peut choisir Switch to Desktop, qui nous affiche juste un KDE basique. On peut même avoir un terminal. Pour installer des applications, c'est un peu plus compliqué. On peut installer des applications depuis la plateforme Steam. Il y a Flatpak qui est aussi disponible. Mais on ne peut pas utiliser Pacman. Ouais, ça c'est la documentation. On ne peut pas utiliser Pacman parce que le système est read-only. Le système de fichiers est read-only, donc slash var et le root est simplement read-only. On a le problème qui va un peu contre la règle. Ah, j'y suis allé un peu trop vite. Il y a un moyen d'enlever ce verrouillage en read-only, mais il y a le risque que ces modifications sur le système de fichiers soient changées avec une mise à jour, ce qui est un peu contre ce que je voulais, que ça soit persistant avec une mise à jour. Donc, j'ai voulu savoir comment ce système de fichiers il fonctionnait. J'ai fait une commande mount, et déjà, ce qu'on voit, c'est que tout est monté en read-write. Donc, pour moi, c'était bizarre. Il y a aussi une mention de Docker, alors que Docker n'est pas installé sur la machine, donc ça, c'est très marrant. Et j'ai cherché comment c'était limité en read-only. Le FSTab ne m'a pas du tout aidé, ça m'a encore plus perturbé, parce qu'il n'y a pas de point de montage sur le route. Là, on voit que c'est commenté, sûrement parce qu'avant, ils utilisaient X4 et maintenant, ils utilisent BetterFS. J'ai cherché sur le wiki
de BetterFS, de Arch Linux par rapport à BetterFS, parce qu'on voit sur le mount, sur la slide précédente, on voit que le root est monté en BetterFS. J'ai cherché sur le wiki, il n'y a aucune mention de read-only, c'était assez bizarre. Heureusement, si on regarde le script pour déverrouiller, en fait, on voit que c'est une propriété de BetterFS qu'on peut activer ou désactiver pour mettre en read-only. Donc ça, je ne connaissais pas et c'est intéressant si on veut, si on veut modifier une autre machine dans le futur. Ensuite, j'ai remarqué aussi que les partitions du disque les partitions système étaient en double. Donc il y a le FI, le root et les var qui sont toutes en double, et ça indique souvent un système de mise à jour par image, un peu à la Android où il y a une partition qui est écrite pendant une mise à jour, mais ce n'est pas la partition qui est utilisée. Et ça permet aussi d'avoir un backup si jamais une installation foire. En regardant un peu dans les scripts, on voit que ça utilise RAUC, open source, et c'est pour le Linux embarqué. Je vois plus le Steam Deck comme un laptop, mais bon, s'il est embarqué, ça fonctionne. Autant l'utiliser. Bon, on va enfin arriver à Kubernetes. J'ai choisi K3s pour le fait que ça soit léger. J'ai aussi l'habitude de l'utiliser. Et apparemment, c'est un seul binaire. Et donc ça va être plutôt facile, en théorie. Quand on exécute le script d'installation qui nous est donné, on voit d'abord qu'il y a un test pour savoir si le fichier est read-only. Mais ensuite, il essaye quand même de copier le fichier là où il avait testé. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Sûrement pour prouver que quand il y a une issue GitHub qui est écrite, quand on regarde les logs, oui, il y a le premier touch qui n'a pas réussi, donc c'est ça là, c'est que le système de fichiers est read-only. Donc on doit installer à la main. Finalement, c'est plutôt simple. Il y a une documentation, sur la documentation officielle, c'est bien décrit. Il faut juste télécharger le binaire et l'exécuter. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ça démarre, ça écrit, moi j'ai démarré en route, ça écrit le kubeconfig à l'endroit habituel. On peut télécharger, si on veut faire tout le développement sur le Steam Deck, on peut directement télécharger kubectl depuis le site officiel aussi, en binaire, donc juste exécuter. Problème, ça démarre, mais tous les pods, même les pods système, n'arrivent pas à se créer. Donc là, c'était un premier obstacle. J'ai cherché, en fait, si on fait un kubectl describe d'un des pods, c'est un peu caché, il y a une erreur qui dit que no space left on device, parce que ça essaye d'écrire dans /var/lib/rancher, qui est un endroit read-only, donc il a mal interprété le fait qu'il ne pouvait pas écrire en no space left. Mais du coup, c'est un problème, on doit bouger l'emplacement de ces données. J'ai cherché un peu. Au début, j'ai cru que c'était une configuration containerd pour changer cet emplacement. Mais en fait, il se trouve que c'est juste une option dans le lancement de K3s. On voit que la config par défaut, ça correspond à ce qui était tenté d'être écrit. Et si on le change, ça démarre, mais maintenant les pods restent en pending. Il n'y a plus de redémarrage et plus d'erreur. Si on fait un describe, il n'y a pas d'erreur, c'est juste pending. Du coup, on se
penche plus sur les logs de K3S lui-même. Et là, on voit qu'il y a le snapshotter qui ne supporte pas, qui a un problème avec overlayFS. On suppose que le snapshotter, c'est ce qui gère le téléchargement des conteneurs, donc des images et gérer les images. On voit qu'il propose d'utiliser Fuse overlayFS ou native. Et j'aimerais détailler un peu qu'est-ce que ça veut dire. OverlayFS, c'est basiquement un système de fichiers avec des layers où dans un Dockerfile, on a les différentes étapes et ça crée à chaque fois un layer. Et ça garde toujours les dernières modifications. Ça fait un empilement de tout ça et ça le donne disponible en tant qu'un système de fichiers. Et ça apparaît comme si on insérait une clé USB sans avoir le détail de toutes les étapes. Et le deuxième mot un peu compliqué, c'était Fuse, qui veut dire File System in User Space. Et Fuse, c'est une API, un moyen de simuler un système de fichiers sans avoir à écrire un driver pour la kernel. Donc c'est principalement pour dire si la kernel n'a pas... pour un développeur d'application, si la kernel ne supporte pas le système de fichiers qu'on veut utiliser, on peut écrire nous-mêmes le driver et juste distribuer le binaire qui utilisera libfuse pour parler avec la kernel et mettre à disposition un système de fichiers virtuel. Et donc là, ça permettrait d'avoir les mêmes fonctionnalités avec un peu moins de performance parce qu'il faut que ça passe par toutes les étapes supplémentaires. Mais ça sera plus performant que l'autre option qui était native, où en fait c'est juste ça copie tous les fichiers à chaque fois, de dossier à dossier, et ça utiliserait beaucoup plus d'espace. Une fois qu'on utilise le Fuse overlayFS, Fuse était disponible sur le Steam Deck, on voit que ça démarre et du coup là on est bon, on peut faire ce qu'on veut avec un Kubernetes. Pour se faciliter la vie, on peut utiliser systemd, un simple service pour démarrer K3S en route. Et ça permettra aussi en plus de gérer les logs avec journalctl. Et donc exécution en arrière-plan, gestion de log, et ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, on peut s'amuser, on peut créer un serveur Minecraft avec juste un Helm de base. Et ensuite, s'il y a des projets en cours là pour faire du Minecraft un peu décentralisé, peut-être connecter plusieurs Steam Deck ensemble et faire une super LAN. C'est juste une idée. Il y a quelques améliorations possibles pour mes méthodes. J'ai remarqué pendant mon exploration, je me suis connecté en SSH au Steam Deck parce qu'il n'y a pas de clavier, du coup c'est plus pratique d'utiliser un laptop pour s'y connecter. J'ai trouvé que SSH était assez lent. J'aimerais voir pourquoi et est-ce que ça influerait sur les performances réseau ou est-ce que c'est un problème réseau ou est-ce que c'est un problème propre à SSH. J'ai pas fait encore de script d'installation. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille pour la prochaine, si je veux faire une prochaine présentation. J'ai pas essayé avec K0S, qui est aussi une alternative à K3S. Juste pour voir s'il gère un peu mieux l'installation. Et gérer le mode veille, parce qu'actuellement, il y a une veille automatique au bout de 5 minutes. L'écran s'éteint et ça arrête en fait tous les systèmes.
On peut choisir de garder l'écran allumé, mais ça serait bien de pouvoir juste éteindre l'écran, mais garder le système qui tourne. En conclusion, on a vu que K3S, en fait, c'est juste un seul binaire. C'est bien juste un seul binaire qui gère tout. Le script d'installation, il est assez long, mais en fait, il fait pas grand-chose. On a pu aussi voir OverlayFS, qu'est-ce que c'est, Fuse un peu rapidement, et comment Linux est déployé sur des machines qui sont envoyées à des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément Linux, donc pour la mise à jour et le recovery. Le but en fait, de ce talk, c'était de montrer qu'on pouvait avoir des utilisations différentes des objets qu'on a, des objets connectés qu'on a. Donc, essayez d'installer Doom sur votre SteamPod ou sur votre frigo. C'est assez marrant et vous risquez juste d'apprendre des choses sur le chemin. Merci. Si vous avez des questions. Excuse-moi, Alex. Ah. Yo, merci pour ce talk, c'était super cool. Pour revenir à l'histoire de Snapshotter, comme tu nous as montré que le Steam Deck utilisait BetterFS, et qu'il me semble qu'il y a une implémentation avec ContainerD pour un snapshot BetterFS, est-ce que tu as regardé si ces chemins étaient possibles ou pas? De ce que j'ai vu, c'est que K3S implémente que OverlayFS, OverlayFS Fuse et Native. Donc je ne suis pas allé plus loin. Peut-être avec une autre distribution de Kubernetes, c'est possible. Mais en plus, je crois qu'on avait vu dans le mount que le Home est monté en X4 et que c'est que le BetterFS est que pour le root. Donc je ne sais pas si on aurait un moyen de... Ok, merci. Ça t'a pris combien de temps de faire tout ça? Je ne vais pas compter, mais je sais pas, ça... En gros, en 3 jours, 3 jours pleins ou 3 jours... 3 soirées. Ouais, d'accord. Ok. Joli boulot. Ok, top. Bah, je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois. Merci beaucoup.